RRB, l'invité du matin. Et nous sommes ce matin avec Philipson Bani, vulcanologue à l'IRD. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur cette éruption au Tonga, même si le phénomène a été décrit depuis plusieurs jours maintenant. Que s'est-il passé concrètement ce week-end au Tonga ? Alors, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RRB. Oui, ce phénomène il est exceptionnel. Oui. Et de par son ampleur et surtout parce que c'est un phénomène qui a eu lieu plutôt en partie dans la mer. Et ça, on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est quelque chose qui est totalement imprévisible ou il y avait des signaux d'alerte sur ce secteur ? C'est, comme je l'avais dit, c'est les volcans qu'on n'a pas beaucoup travaillé dessus, et souvent on travaille sur les volcans aériens, et ceux-là, on a souvent, on les a souvent ignorés, je dirais. Et donc, je pense pas qu'il y a des moyens qui ont été mis en place suffisamment pour, je pourrais pas m'avancer là-dessus non plus, mais, c'est souvent très difficile de suivre les volcans sous-marins parce qu'il fallait des moyens un peu plus, difficile, plus lourd pour pouvoir les surveiller. Et donc, celui-là, c'est sans doute qui arrive. On l'a pas vu arriver, sans doute. C'est un phénomène vraiment d'ampleur auquel on a assisté ? Oui, ça, c'est vraiment très, très important. La hauteur du panache, les dernières informations qu'on a montrent que le panache a atteint 30 000 mètres, quoi. Donc ça, c'est très, très, très important. Souvent, ça reste dans la troposphère, donc en dessous de 10 000 mètres, et là, ça monte assez haut. Et pour pouvoir faire remonter tout ça à cette altitude, il faut beaucoup de puissance, oui. Donc il faut une grosse explosion. Il faut une grosse explosion, et la preuve est là, on l'a entendu même jusqu'à 2000 km, me semble-t-il. Et c'est impressionnant. On n'entend pas souvent des explosions à 2000 km, voyez-vous. Et celui-là en particulier, il a été étendu partout. Et l'onde de choc en particulier a été visible. Et ça a parcouru la moitié de la surface de la Terre. Et enregistré sur les stations infrasons, sans doute sur l'ensemble de la planète. Alors on quantifie souvent la puissance d'un volcan avec une explosion à Hiroshima. C'est le cas, c'est ça l'indicateur. Est-ce qu'on a aujourd'hui un degré plus précis ? On parlait de 10 à des centaines de fois, une fourchette quand même assez large au niveau de l'explosion. Oui, très large, parce que on n'a pas encore arrivé à estimer plus précisément l'ampleur de la puissance de ces explosions. Mais l'ordre de grandeur est sans doute là, entre, je sais pas, souvent dans les informations sur Krakatau, qui lui a 10 000 fois celui d'Hiroshima. Donc, mais Krakatau, l'onde de choc a fait 7 fois le tour de la Terre. Et le panache a atteint peut-être 50 000 mètres, quoi. Donc, c'est une ordre de grandeur un peu différent, mais celui-là, il est assez important, quand même. Quelle est la périodicité de ce type de phénomène ? On les observe tous les combien de temps ? Alors, sur celui-là, visiblement, c'est les données qu'ils ont eues d'après les analyses des dépôts de cendres autour de ce volcan, c'est 1000 ans, visiblement. Mais 1000 ans, évidemment, on n'a pas surveillé ce volcan depuis 1000 ans, mais c'est parce qu'il y a eu des dépôts des cendres de l'événement dans le passé, qu'on a été les prélever, les analyser et dater, et on s'est rendu compte que il y a 1000 ans, il y a déjà un événement similaire, et en plus, pendant cette période-là, il y a eu plusieurs éruptions, donc des ampleurs, des éruptions de telle ampleur, il y en a, et apparemment il y a d'autres papiers qu'on voit maintenant qui sortent et qui ont été publiés, qu'on les a pas vraiment lus dans le passé, mais on le ressort et on voit que à Tonga, c'est un archipel qui a beaucoup de très grosses éruptions dans le passé. Alors au début, on a eu du mal aussi à quantifier les dégâts sur place parce qu'il y avait les liaisons qui étaient interrompues. Aujourd'hui encore, c'est compliqué d'estimer les dégâts sur place. Je pense que petit à petit, on va y arriver avec dans ces zones-là, le moyen le plus efficace, sans doute, c'est par les images satellites, sans doute. Et là, ça va venir par petit à petit. On arrivera à estimer les dégâts, mais les premiers satellites montrent quand même il y a eu quelques dégâts, même si pour l'instant on n'a pas des informations directes du sol, mais
on voit qu'il y a eu des habitations qui ont été balayées par les tsunamis. Alors quand on parle des dégâts, on parle souvent de bilan humain, de bilan matériel. Je suppose que pour l'écosystème aussi, c'est un bouleversement majeur, une explosion de ce type. Ah oui, bien sûr, tout est bouleversé. On a vu des poissons, sans doute, ceux qui sont proches du rivage, ils se retrouvent sur Terre. Et puis tout le pourtour des côtes sont complètement, sans doute, bouleversés aussi par de telle ampleur. Oui. Quand on pense volcan, on pense souvent au volcan qu'on a sur Terre, qu'on peut observer assez facilement. Là, c'est une éruption sous-marine. Oui. La différence majeure, c'est évidemment que ça se passe sous l'eau, mais est-ce que ça implique des choses différentes aussi dans le phénomène? Pas forcément. Je crois que c'est la grosse différence, c'est ça, c'est l'eau qui intervient. Donc, et comme l'eau, avec la lave qui est une très haute température, qui se rapproche de 1200. Très vite, il transforme une partie de l'eau en vapeur et la vapeur, c'est le gaz et ça donne la puissance pour une explosion telle qu'on l'a vu là. Oui. Donc finalement, sous l'eau, ce sont des explosions en général plus fortes? Alors, comment je vais répondre? Donc, il y a deux choses, c'est que si l'eau, si les volcans, elle est très bas en profondeur, la masse d'eau apporte une pression telle que on n'arrive pas à créer des grosses explosions. Par contre, s'il est en partie sous l'eau et en partie dans l'air, comme on a voilà, je crois que c'est juste 100 mètres au-dessus de la surface. Et là, on peut créer des grosses éruptions parce que l'eau a les possibilités d'entrer et de créer des grosses explosions. Philipson Bani, est-ce qu'il y a des répliques comme les séismes? Est-ce qu'il y a un risque de nouvelles explosions sur le secteur? Sur les secteurs, c'est-à-dire sur Tonga, oui, bien sûr. Oui, sur Tonga, il y a beaucoup de volcans dans la zone et sans doute il y a beaucoup des volcans sous-marins et il va y en avoir d'autres, mais la fréquence, on ne sait pas. Il faudrait maintenant qu'on a eu des grosses explosions telles que celui-là, ça va nous permettre de plonger un peu plus dans ces zones-là et de comprendre les fréquences des événements dans le passé et surtout d'identifier s'il y en a eu des événements similaires dans le passé. Et sûrement qu'il y en a eu dans le passé. Ouais, ça s'est passé à 2000 km de chez nous. Ouais. Quel impact pour la Nouvelle-Calédonie? Le seul impact qu'on voit, c'est le tsunami, les petits tsunamis qu'on a vus. Il y a peut-être pas eu beaucoup de dégâts par rapport à ça, mais il y a eu cet effet-là. Et après, par rapport au panache qui s'est baladé au-dessus de nous, il est vraiment haut, donc peut-être que l'impact, il y a pas grand-chose, je pense. Oui, c'est ce que disait l'association scalaire d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas eu de particules a priori dans l'air que l'on respire. Oui. C'est suffisamment haut. Oui, voilà, oui, il est tellement haut et en plus la quantité de cendres, on n'a pas pu l'estimer parce que il est pas si important que ça et le SO2 en question, il n'est pas important en fait. On s'attendait à plus. Et là, les premières estimations donnaient 40 000 tonnes de SO2 seulement qui sont libérées. Alors, on s'attendait à 10 fois. Ouais. Donc, non. Et donc, pour les effets sur le climat, non, il y aura peut-être pas grand-chose. Aucun effet, ouais. À cette échelle-là, non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Un effet sur les couchers de soleil, par contre. Ah oui, ça, c'est superbe. C'était joli à observer. Ah oui. Ouais, non, c'est souvent ça. Donc, ça crée une espèce de coloration sur l'atmosphère. Et ça, c'est décrit depuis très longtemps. Et c'est une marque dans l'étude des éruptions énormes dans le passé. Alors là, on l'a vu, 2000 km de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des risques plus proches de nous? On sait qu'on est au plein cœur de la ceinture de feu. Est-ce que il y a des risques d'éruption comme celle-ci? Alors, ce qui est proche de nous, eh bien, c'est l'arc du Vanuatu avec ses volcans. Et il y a des volcans sous-marins. Et il y a un volcan, maintenant avec celui-là qui peut-être nous obliger à regarder de plus près ce phénomène-là. Bien, il y a eu une éruption qui a été datée vers les 1452 et avec des dépôts sur les glaces dans les pôles. Mais ça a été remis en question parce que les dépôts, l'épaisseur des dépôts autour du volcan n'est pas si énorme que ça. Mais par contre, en voyant l'ampleur de l'événement qu'il y a là, on se dit que ouais, peut-être tout est possible de toute façon. Donc, et en plus, la caldeira est un petit peu plus grand parce que le volcan de Tonga est une caldeira de 4 à 5 km. Celui-là, il est plus, il est 6 km.
Et ça, c'est en largeur. Il est un peu plus lent aussi. Donc, du coup, c'est un volcan qui a carrément pulvérisé une île et qui aujourd'hui, on a deux îles, il y a Epi et Tonga. Et donc, au milieu, on a ce caldeira-là et qui est probablement généré par une très, très grosse éruption. Donc, comment on surveille ces volcans? Comment on pourrait améliorer la surveillance? Vous le disiez, ces volcans sous-marins, on les a surveillés très peu par le passé. Comment on peut améliorer cette surveillance et gérer mieux aussi le risque que cela représente pour la population? Pour ce type de volcan, il faut essayer de trouver des systèmes qui permettent d'enregistrer des événements sismiques autour. Mais comme c'est tout autour, c'est de l'eau, alors il faut trouver un système qui permette de mettre des bouées ou je crois que c'est des OBS qu'ils appellent ça. Donc, c'est des systèmes qui permettent de faire flotter le senseur de manière à capter les signaux sismiques. Et bien ensuite mettre un réseau un peu plus dense autour du volcan, de manière à ce qu'on puisse détecter le moindre signal. Et ça, comme ça permettrait parce que je pense que c'est les données sismiques qui vont nous permettre de suivre. Ça a été le meilleur instrument pour suivre les événements volcaniques au sol, mais pour le volcan sous-marin, c'est pareil. Il y a toujours une petite activité sismique avant une éruption. Ah oui, bien sûr, parce que c'est lorsque le magma remonte vers la surface, la pression elle diminue et le volume va s'agrandir. Donc en s'agrandissant, il va pousser un peu sur les parois et ça crée ces signaux sismiques qu'on enregistre par les sismologues. Donc mais des fois c'est pas très très grand, donc il faut des instruments assez sensibles pour pouvoir les détecter. Et donc si on en met plusieurs, on a plus de chances d'en détecter. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne coopération régionale sur ces questions scientifiques, mais aussi de risques? Il y a eu des tentations, il y a eu des réseaux en place, donc il faut les améliorer et permettre sans doute les densifier. Et au vu de ce qui s'est passé, je crois qu'on peut appeler à densifier ces systèmes et surtout travailler un peu en réseau pour mieux suivre. Évidemment, individuellement sur chaque volcan ou chaque pays, c'est un peu, comment dire ça, c'est un peu limite. Si on peut mutualiser les moyens et surveiller efficacement les volcans, ce serait égal, puisque évidemment l'impact finalement ne toucherait pas. Celui de Tonga, peut-être que ça toucherait, je ne sais pas quelle est l'ampleur actuelle. Mais on peut imaginer que les volcans de telle ampleur, proches de chez nous, ça peut nous arriver. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philipson Bani, vulcanologue à l'IRD, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité.